orpailleurs illégaux. Merci d'avoir évité le thème clandestin puisqu'on sait que les villageois sont complices. Non, il n'y a pas d'orpailleurs clandestins. Ils sont tous très bien révélés. Et le rôle des communautés est important à signaler là-dedans. Donc, rendez-vous donc à votre forum pour l'année prochaine. Et donc, on espère pouvoir vous appuyer avec les collègues avec lesquels on fait à l'INP donc des recherches sur la réhabilitation, les pollutions, dépollutions, l'aspect donc des contaminations par les métaux lourds, les substances non autorisées. Merci beaucoup. Donc, on va passer au prochain présentateur. Ils ont, ils ont Vous avez la présentation de M. Aboua, Gustave? Vous n'avez pas? Peut-être qu'il a le temps de vous l'envoyer avant qu'il, pendant ce temps. Oui. D'accord. Donc, oui. On peut débattre après ces deux présentations qui sont très, 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 très riches. Très bien. On va s'entendre sur les mots-clés et puis on va laisser la parole au public. Très, très. Alors, tout le monde n'est pas expert dans le domaine, je suppose, même si les effets sont nombreux. Donc, il y a l'aspect environnement, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce que chacun entend, ou bien comment chacun vit. Il y a l'aspect, comment dire, l'aspect stratégique, hein, stratégie adoptée donc, pour la gestion de l'environnement. Et puis, qu'est-ce qu'on entend par responsabilité écologique? Est-ce qu'il ne doit s'agir que de la responsabilité écologique? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres formes de responsabilité? Donc, on va commencer par l'extrême gauche ici. Donc, pour répondre à ces trois préoccupations. Voilà, un peu d'éclairage. Vous avez la parole. Merci, monsieur Ça va? Merci, monsieur le modérateur. Je suis sous-directeur des évaluations environnementales à l'Agence nationale de l'environnement. Avant d'aborder cet aspect, juste dire un mot sur l'AN2. L'Agence nationale de l'environnement est une structure sous tutelle du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique. C'est une structure créée en 1997 dont la mission essentielle est de garantir la prise en compte de la dimension environnementale dans le cadre des politiques, plans, programmes et projets de développement à travers la mise en œuvre des outils d'évaluation environnementale que sont l'évaluation environnementale sociale stratégique, l'étude d'impact environnemental et social et l'audit environnemental. Donc, trois outils que l'Agence nationale de l'environnement développe pour accompagner les initiateurs de projets ou de programmes en vue d'intégrer la dimension environnementale dans ses activités. Comme nous avons suivi les deux présentateurs, mettant en exergue les activités minières et leurs conséquences, il y a donc des outils en amont qui sont là pour pouvoir accompagner ces initiateurs de projets. On comprend aisément la notion d'environnement. Si je me réfère à la loi portant compte de l'environnement, il définit l'environnement comme l'ensemble des éléments physiques, chimiques, biologiques et même socio-économiques et moraux même susceptibles d'avoir des effets sur le développement du milieu, les êtres vivants et même les activités qui sont menées. En me référant un peu à la norme ISO 14001, l'environnement, c'est un milieu dans lequel un organisme évolue, y compris les interactions entre les éléments de ce milieu. Et cette définition me colle mieux avec même ce qui est en train de faire ici, que nous sommes en train de dire, le secteur minier qui... Restaurer la nature, mais également se donner la possibilité d'améliorer la nature qu'on a impactée, au lieu de la restaurer telle qu'elle était à l'origine, mais l'améliorer et la rendre disponible donc et utile, plus utile pour les communautés qui
la communauté humaine et, si je peux dire, animale, la biosphère de façon générale, donc, qui vivent sur le site. Vous avez peut-être un mot à dire là-dessus? Sinon, pardon? Oui, donc voilà, on va, en attendant que le docteur Aboua fasse monter sa présentation, donc, on va vous laisser la parole pour les échanges. Donc, on va laisser la parole au public pour les échanges. Donc, je vais prendre une première liste de 3 noms, en espérant que la première personne sera une dame. Est-ce qu'il y a un micro-baladeur dans la salle? Oui? Ok. Ah, merci madame. Est-ce que ce micro peut... Vous pouvez prendre ce micro? Bon. On va peut-être aller... Allez. Bonsoir tout le monde. Bonsoir madame. Je suis Madame Haïdara Bankana Maïga, CPO de Strategic Business Consulting. Nous intervenons dans la gestion stratégique des ressources humaines et collaborons avec le secteur minier dans lequel j'ai passé 25 ans. Je remercie déjà M. Nguesson et son frère Nguesson pour leur contribution au secteur minier. Et ma question s'adresse à M. Nguesson en faveur de l'environnement. Quel est votre niveau d'interaction avec la brigade minière? Parce que lorsqu'on sait que l'activité illégale de l'orpaillage traditionnel, ou je sais pas, l'orpaillage clandestin, crée un désagrément sur l'environnement. Alors, est-ce que la police minière vous appuie? Est-ce que vous avez des statistiques qui dénotent réellement de l'enjeu et de la gravité de cette activité sur les espaces miniers, par exemple? Je vous remercie. C'était la première question. Merci, madame. Alors, un deuxième intervenant, derrière. Venez prendre le micro, monsieur. Merci, okay. Madame. C'est monsieur Nanto Nyandi Raïdou du cabinet QHSE Consulting basé au Togo. D'abord, je tenais à remercier le professeur Nguesson pour sa belle présentation et demander l'autorisation à monsieur professeur Yawa Alphonse pour parler. Oui, monsieur Nanto, vous avez la parole. Merci bien. Donc, j'ai vu que vous avez très bien présenté la présentation et on a beaucoup appris, surtout dans le cas de dégradation des sites fluviaux, c'est-à-dire les cours d'eau et autres, ou bien les talwegs et autres. Mais il y a aussi un deuxième type de dégradation que j'aimerais que vous nous donniez un peu comment vous auriez fait, c'est-à-dire au niveau des filons. Donc, essentiellement, c'est des puits et des tranchées qui sont causées. Donc, les populations peuvent tomber à l'intérieur. Mais en plus de ça, ils font sortir d'énormes quantités de gravier, c'est-à-dire de terrils, mais qui ne peuvent pas être transportés au village puisque les sites sont assez éloignés. Dans ce cadre, qu'est-ce qu'on aurait fait ou bien qu'est-ce que vous avez déjà fait dans ce type de cas? Merci beaucoup. Merci. Troisième intervenant, devant. On va prendre les 4 et puis on va répondre. Thank you very much. I'm Ibrahim Gapi, President of the Federation of Miner Association of Liberia, ESM sector. I'm proud to be among you people here invited by Mr. Bamba, President. Okay, anyway, my first questions have to do with the environmental issue, which have to do with the EPA for Liberia. For here, I don't know how you call them. What mechanism are they putting in place in terms of awareness
between ITOX, the mining companies, and the community, because the issue, I think, it needs the involvement of all ITOS and participants, because local community, the one that feel the impact of the environmental issues, as we are seeing here. My second question is that to the second panelist as well, thank you very much for the presentation, but what are the issue in terms of awareness and policy mechanism put in place by government in making sure that what are we doing, or we the ITOS, we the mining, and also community, what is the policy mechanism put in place? That is, we agree, because government is blaming us, and like what my sister has said, we keep hearing illegal mining or illicit mining. I always challenge somebody, stakeholder, I say no one will go in the bush without the consent of a mining agent to a particular location. But in terms of policy and actions, what are we doing collaboratively in terms of policy driven to central government in terms of our own environment? Thank you very much. On peut avoir un traducteur? Ou bien vous avez compris? Quelles sont les stratégies, les mécanismes mis en place par l'État? Les stratégies mises en place par l'État pour empêcher justement cette question de dégradation dans le secteur. Ouais. Moi, je pense que quand je vais faire ma présentation tout à l'heure, il aura réponse à sa question. Parce qu'il y a beaucoup qui est fait par l'État. Par exemple, la Societal Corporate, qu'on appelle ça CSI, we got a decree for CSI, so I just want to show you in my presentation after. Donc là, on avait une quatrième intervenant. Oui, on va prendre et puis on va laisser les panélistes répondre. Je vais juste ajouter à sa première question, oui, parce qu'il avait deux questions. Excusez-moi, moi c'est Mahamar Aydara, oui, le CEO de Strategic Business Consulting SBC. Sa deuxième question, c'était les politiques que l'Agence de l'environnement met en place pour contrôler les activités environnementales, quoi. Et comment ceci est communiqué aux communautés. Être sûr qu'il y a une communication parfaite entre les sociétés minières et les communautés pour se rassurer que l'impact sur l'environnement est bien compris de tous. Merci. Merci beaucoup. Donc c'est un éclairage donc, à l'endroit de l'ANDE. Donc voilà, on va prendre la cinquième question. Il a renoncé. Ah, pardon. Ou bien non, allez-y, madame. C'est la galanterie ivoirienne qui a joué. Non, pardon. D'accord. Bonjour, je m'appelle Muriel Champy, je suis anthropologue et je vais rebondir en fait sur la dernière remarque parce que je travaille sur ces questions en Côte d'Ivoire et on parle toujours des clandestins, des illégaux qui sont les boucs émissaires toujours pour justifier aussi le développement des permis et de l'industrie minière et qui arrangent quelque part aussi les orpailleurs souvent font l'exploration, ensuite on les chasse et au prétexte qu'on aura une politique environnementale meilleure. Or moi ce que j'ai pu constater c'est que beaucoup de permis en fait du point de vue environnemental, enfin du respect des règles environnementales, du point de vue de la réhabilitation, des conditions de travail des travailleurs, c'est en fait identique à ce qui se fait dans le clandestin. Et donc, je pense qu'il est très important que l'État, les agences environnementales, au lieu de toujours poursuivre seulement les orpailleurs clandestins, s'assurent aussi que les règles soient respectées sur les permis. Voilà, c'est un peu une remarque. Voilà. Merci. Oui, merci beaucoup.
Donc on va arrêter là donc la liste. Donc on a eu 5 intervenants. On a démarré par une dame, on a eu donc une dame à la fin. Merci beaucoup. Donc on va ouvrir une deuxième liste, mais on évacue voilà, ces 5 préoccupations. Voilà, messieurs les panélistes, vous avez la parole. Peut-être qu'on va aller dans la réglementation d'abord, puisque l'AN2 a été interpellé. Voilà, donc on va laisser la parole à monsieur Kwasi. Ok, merci beaucoup. Il faut distinguer la matière sur les matières sur lesquelles l'AN2 travaille au regard de l'exploitation minière. On parle des orpailleurs et tout cela. Je pense que le professeur a dit qu'il faut éviter le mot clandestin. Mais si nous l'employons, ça veut dire qu'il y a d'autres éléments sur lesquels l'Agence nationale de l'environnement ne travaille pas. Ce sont les mines, je dirais, reconnues officiellement. C'est sur ces mines-là que l'Inde intervient au regard de la réglementation en vigueur. Parce que nous avons le code minier qui prescrit des évaluations environnementales en ce qui concerne certaines mines, les grandes mines comme les mines semi-industrielles. Je dirais voici les deux secteurs dans lesquels l'Agence nationale de l'environnement intervient. Comme je l'ai dit tantôt, l'AN2 a pour rôle de mettre en œuvre les évaluations environnementales dans le cadre de ces activités. Donc les grandes mines feront donc l'étude d'impact environnemental avant de s'installer. Les semi-industriels feront également l'étude d'impact environnemental